exercèrent le souverain pouvoir sous l'effet de la crainte ou celui de l'espoir, on les gagne par des mensonges, des grands on vit des songes. L'autruche. L'autruche, un jour, se parvenant sur la beauté de son plumage, sur la grandeur de son corsage, et sur sa vitesse au courant, se croyait un grand personnage. Je suis, se disait-elle, entre tous les oiseaux, et le plus grand et le plus gros. Mes plumes des guerriers ornaient les chapeaux, et maintes femmes se lui faites, d'un embellir aussi sa tête. J'avale et digère le fer, ma course est celle de l'éclair. Pour les oiseaux, pas de défait. Je suis reine, sans contredit. Cependant, alors elle vit l'alouette, percer la nuit. L'alouette, hélas, s'immolie, formant dans la plaine du désert, sans vanité, sans qu'on les doute, les plus mélodieux concerts. Que de joie elle offrait sans doute, dès le matin aux yeux de l'univers, elle en fut étonnée et se dit à soi-même: à quoi me sert ma dignité, ce que je prise et ce que j'aime, si je ne suis qu'un poids à la terre attaché? Ma course rapide et légère n'est au plus qu'un sautillement qui ne m'élève de la terre que pour ne retomber dans le même moment. Dans son orgueil qui s'humilie, par orgueil pourtant, elle oublie qu'elle n'a que des ailes. De voler, dit-elle, essayons. Pourquoi n'y pourrais-je prétendre? En essayant, on peut apprendre. Et la voilà, sur un rocher, en avant, elle se projette. Mais le qui emportant la tête, ses jambes se fracassaient, et qui voulait voler ne saurait plus marcher. Perfectionnant la nature et connaissant-en la mesure. Lorsque s'approchait le monde. Alors, quelques exemples ici d'un travail qui a été fait en 2020, juste avant le confinement, enfin, l'été avant le confinement, dans une classe de CM1, CM2 qui est à la Vineuse, chez Monsieur Schepler, donc à partir de textes de l'abbé Sigogne. Donc on les avait choisis, parce que vous avez vu, la langue est assez difficile, donc on les avait choisis, on les a travaillés, il y a eu tout un travail qui a été fait, d'explication, de traduction, puis ils les ont appris, certains ont préféré les lire, d'autres ont préféré, la plupart ont préféré les apprendre par cœur. C'était une possibilité, on verra, il y a un autre passage, je vous montrerai, c'était un peu long, donc il y a des passages où on l'a enregistré en arrière-fond, et donc l'ensemble des élèves, seuls ou à deux, ont fait, et puis ils ont été filmés par les moyens du bord, c'est-à-dire en l'occurrence le fils d'un collègue qui a fait une école de cinéma, qui m'a fait un très joli film, on a donc fait tout ça tout autour de l'école de la Vineuse, c'est mignon l'école de la Vineuse, ça vous donne envie d'y aller. Par contre, il n'y a qu'un poste, c'est une classe, il n'y a qu'un seul enseignant dans la classe, dans l'école. Et puis, les deux petits garçons, on les a filmés dans la cave de l'école. C'est la cave de l'école. Alors, tout ça pour dire, donc, évidemment, que il y a eu un travail préalable autour d'un texte que moi j'ai découvert à peu près à cette occasion-là, enfin en 2018, qui m'a été amené par un collègue dont je vais parler, et qui sont des fables de l'abbé Sigogne. Alors, l'abbé Sigogne, le voici. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? J'essaie de le mettre en diaporama. Voilà l'abbé Sigogne. Donc, c'est quelqu'un qui est né en 1719 à Pont-à-Mousson. C'était un brillant étudiant. Il a eu son équivalent d'un baccalauréat à 16 ans. Et c'est quelqu'un qui a été nommé, qui était plutôt un spécialiste de physique, un physicien, mais qui a été nommé comme professeur de philosophie. Alors pour nous, ça nous paraît aberrant, mais il faut bien penser qu'au XVIIIe, on ne distingue pas, et ça c'est aussi un des points importants, on ne distingue pas vraiment les sciences naturelles des belles lettres. C'est encore
un courant qui est souvent mêlé. Et d'ailleurs, Sigorgne, c'est quelqu'un qui savait écrire et on va voir qu'il s'est intéressé à plein de choses différentes. Donc il est nommé, il fait une carrière brillante, il est nommé au Collège du Plessis, qui est un des collèges de la Sorbonne à Paris alors qu'il n'a que 25 ans. Il plaît beaucoup aux étudiants, il a beaucoup de liens avec ses étudiants, il est jeune, donc il les voit un peu en dehors des cours, etc. Tout se passe bien, il fait une belle carrière, quand soudain, il va être mêlé avec l'affaire des 14, qui a fait l'objet d'un livre de Robert Darnton, qui est un grand spécialiste du livre au XVIIIe siècle, et puis aussi de tous les moyens de diffusion de la pensée au XVIIIe siècle. Donc, en fait, cette affaire donc, commence en 1749, et on découvre des libelles, vous savez, des chansons critiques contre Louis XV, qu'on appelle une bête immonde, un monstre, etc. Donc c'est des chansons, en fait, toute la critique au XVIIIe siècle se fait comme ça, soit par ce qu'on appelle des libelles, c'est-à-dire des petits papiers sur lesquels on émet des critiques, alors évidemment qu'on publie anonymement, qu'on affiche parfois sur les murs, et aussi, c'est ce que montre Darnton dans ce livre, beaucoup par la chanson politique qui existait déjà au XVIIe siècle, où en fait, évidemment, on n'a pas d'espace officiel, hein, la critique n'est pas autorisée, et c'est souvent les chansons populaires qui sont transmises, parfois qui sont apprises par cœur, qui sont transmises, qui sont dictées, et donc on se rend bien compte que cette chanson est très agressive à l'égard de Louis XV, donc la police va se mettre à enquêter pour savoir quelle est la source de ces chansons. Et donc, ils vont découvrir des étudiants du collège du Plessis qui les ont chantées à tel endroit. Alors il y a ce qu'on appelle des mouches, hein, c'est-à-dire des mouchards, des espions qui vont dans les cafés, qui écoutent ce qu'il dit, etc., qui le rapportent à la police, souvent contre argent sonnant et trébuchant. Celui qui a dénoncé donc les étudiants pour cette affaire aura l'équivalent de 12 louis d'or, ce qui fait presque 1 an de salaire ouvrier. Hein. Donc vous voyez, ils y attachent de l'importance, c'est quelque chose qui politiquement, ils pensent que ça peut vraiment déstabiliser l'opinion publique. Et donc ces étudiants vont plus ou moins avouer que c'est avec leur jeune maître qu'ils ont fabriqué ces chansons. Et donc le 16 juillet, à 30 ans, eh bien notre abbé Sigorgne est arrêté et il est embastillé. Son coup fait rire. Donc il va être placé à la Bastille et il va refuser de dénoncer, parce qu'on voit que ça se diffuse comme ça, un petit groupe le dit à un autre, qui le dit à un troisième, etc. Et il va refuser de dire qui lui a appris cette chanson. La police pense que c'est lui qui l'a écrit, mais à la fin du 18e, quelqu'un dira que en fait c'était un autre abbé d'ailleurs, l'abbé Bon, qui aurait écrit cette chanson. En tout cas, il a sûrement contribué à la diffuser, mais il refuse de dénoncer ses complices, ce qui est plutôt à son honneur. Résultat des courses, au lieu de ressortir au bout d'une semaine avec une bonne amende, il reste quand même 4 mois embastillé dans des conditions difficiles, et il va être libéré seulement en novembre, donc ça fait même, oui si c'est ça, ça fait 4 mois, et il est condamné à s'exiler, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'entrer dans Paris. Et donc il va venir, alors il va d'abord rentrer quelque temps chez lui, et puis il va trouver un poste d'abbé à Mâcon, il est exilé à Mâcon, et il ne remettra pas les pieds à Paris, il n'a jamais eu l'autorisation de retourner sur Paris avant la Révolution française. Donc notre abbé, sa belle carrière brillante s'arrête là. Alors il va continuer à travailler, notamment sur la physique, parce que ce qui avait fait qu'il était si célèbre, c'est que c'est le premier, d'ailleurs il est encore
il y a eu un colloque organisé par l'Académie des sciences autour de lui, etc., il y a 2 ans. Il est considéré comme le premier professeur à avoir introduit le newtonianisme. Alors qu'est-ce que c'est que le newtonianisme? C'est quand même ce sur quoi on vit encore. C'est-à-dire que Newton a en particulier donc, montré comment la force terrestre s'exerçait et donc a changé et a beaucoup travaillé également sur l'expérimentation. On en parlait sur les mémoires. La démarche scientifique d'expérimentation, c'est Newton qui va la développer et la mettre en place dans l'Europe moderne. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est à la tête de l'actualité, à la tête de l'évolution des sciences, et donc il va continuer, il va correspondre avec les académies, puisqu'il ne peut plus aller les voir. Et il va créer l'académie de Mâcon. Et peut-être vous voyez tous où est la rue Sigorgne. Donc la rue Sigorgne, il y a l'hôtel de CNC, sur la droite, qui est un hôtel, il y a un designer de vêtements maintenant, vous voyez où c'est, avec une grande cour, qui est l'actuelle Académie de Mâcon. Et en fait, Sigorgne est l'un de ceux qui va fonder l'Académie de Mâcon au XVIIIe. Donc ça, Sigorgne est un peu connu pour cette histoire. Il est surtout connu aussi donc, pour ses travaux de vulgarisation, de diffusion comme prof du newtonianisme. Il a aussi un petit peu polémiqué avec Jean-Jacques Rousseau. Et puis voilà, donc a priori, c'est pas quelqu'un qui appartient à l'histoire littéraire. Et Patrick Guyot, qui est un chercheur en histoire des mathématiques, qui veut faire une monographie sur Sigorgne, qui est mâconnais, qui était prof au lycée de Mâcon longtemps, donc va aller chercher les archives concernant Sigorgne que l'on trouve à la bibliothèque municipale de Mâcon. Et puis, en les feuilletant, il va se rendre compte qu'il y a un autre document, dont je vous ai mis ici la page de garde, un document qui est fait en fait de 122 pages, manuscrit, mais vous le voyez déjà assez fini, hein, on voit que c'est propre, je vous lirai ça après. Daté, alors ça c'est formidable, enfin qu'on peut dater puisque là-dedans, on le verra, Sigorgne indique son âge en disant « Oh, je suis trop vieux pour tous les problèmes de mathématiques, mais je vais écrire des fables, ça m'amuse, ça m'occupe. » Et donc, on retrouve un recueil de fables qu'il expose ici. Alors, dans ce recueil de fables, non, c'est pas ça que je voulais faire, je vais passer sur autre chose. Il dit que il donne un avertissement en disant que les fables sont imitées de monsieur de l'abbé d'Ébillon. On n'a pas voulu les laisser s'endormir en latin, dit-il, c'est-à-dire qu'il pense que le latin n'est plus tellement étudié et on a choisi donc des sujets que La Fontaine et Nivernois, qui sont deux autres auteurs de fables, La Fontaine bien connu, Nivernois est oublié, qui est un contemporain de Sigorgne, n'ont point utilisé. Et donc, il insiste sur le fait qu'il a voulu s'amuser, traduire et un peu réécrire ses fables. Et il précise donc voilà, qu'il est âgé et qu'il a plus de 78 ans, donc ce qui veut dire que nous sommes en 1797, lorsqu'il met en forme ce cahier de fables. Alors, on le sait par des autres exemplaires de sa correspondance, donc Patrick, quand il a rencontré ça, m'a contacté un peu plus tard pour me dire « Ah mais tu sais, il y a des fables, ça devrait t'intéresser, etc. » Donc moi je les ai pas, c'est pas moi le découvreur, l'inventeur des fables de Sigorgne, mais enfin j'ai assez vite mettre le nez, les photographier, donc dans un cahier. Elles ont été recopiées
dans un cahier au 19e siècle, dont on a plusieurs exemplaires. Il y en a d'ailleurs un qui est passé en salle des ventes il n'y a pas longtemps. Mais ce ne sont que les copies. L'original ici, alors on peut voir aussi, en comparant l'écriture à l'écriture de la correspondance de Sigorgne, dont on sait qu'il l'écrivait lui-même, que c'est bien son écriture. Je vous montrerai d'autres passages. Et donc on a découvert pratiquement, il y a plus de 140 fables qui portent donc sur des sujets variés, qui sont déjà organisés en livres. À la fin, on a même une sorte de table des matières, donc on voit que c'était à peu près fini. Par contre, en lisant aussi sa correspondance bien antérieure, par exemple des années 1760, on voit, il dit parfois « Ah, je me suis amusé à écrire quelques fables ». Donc là, on a en fait un état définitif, certainement, il les a classées, parce qu'on voit que parfois il change l'ordre des fables, il les a classées, il a fait une table des matières, et donc avec les enfants de la classe de Vinzel, on est allé le voir, le manuscrit, ça leur a beaucoup plu. Ils aiment bien, on est allé voir quelques manuscrits, puis on a profité pour visiter la médiathèque de Mâcon. Donc en fait, donc ce personnage va vivre vieux, puisqu'il ne va mourir que vers après 1803. Je ne sais plus la date exacte, j'ai oublié de la vérifier ce matin, mais vous la trouverez facilement. Et comble de l'ironie, en 1803, c'est à lui qu'on demande. Donc on est disons, sous l'Empire. Sous l'Empire déjà oui, 1803 c'est l'Empire. On est sous l'Empire et on lui demande de faire un éloge de Louis XV. Alors, ce qui est un comble, puisque c'est quand même à cause de lui qu'il a été, qu'il fera d'ailleurs avec de l'élégance, parce que c'est quelqu'un qui écrit bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été emprisonné, donc embastillé sous Louis XV, et il a été à nouveau emprisonné sous la Terreur, évidemment, en tant que prêtre, possédant également, son frère également a été emprisonné. On a des témoignages indiquant que certains sont intervenus pour qu'il ne soit pas guillotiné. Il a été emprisonné dans des conditions assez difficiles, en 92-93, alors qu'il était quand même déjà âgé, surtout pour cette époque, mais il va encore une fois s'en sortir. Et donc il se dit, c'est bien, maintenant je vais réunir mes fables et les écrire. Donc il dit qu'il s'amuse, qu'il veut maintenant s'amuser. Alors, la tradition des fables, en citant des Billon et Nivernois, il se place dans un genre qui est encore... Alors d'abord, ça a toujours été un genre très scolaire. C'est-à-dire que dès Sumer, on se rend compte que les premières plaquettes que l'on trouve, plaquettes scolaires, ce sont des petites fables. La première littérature scolaire, pratiquement, c'est la fable. Et on le voit, donc vous savez, ces petites plaquettes d'argile sur lesquelles il y a des poinçons, eh bien, on trouve assez vite des fables. Et latin également, on fait des fables, Ésope, les fables d'Ésope d'ailleurs qui sont traduites et qui existent aujourd'hui dans plein de petites éditions jeunesse que l'on peut trouver, par exemple ici, elles sont illustrées, sont des fables souvent plus simples, d'une langue moins difficile que celle de La Fontaine. Donc on a aussi parfois, donc là je vous ai ramené l'affaire des 14, et puis évidemment, au Moyen-Âge, la tradition de la fable va se conjuguer avec celle du roman, notamment par exemple dans le roman de Renard. Il y a aussi ce qu'on appelle les fables et emblèmes, c'est-à-dire que jusqu'à la Renaissance, etc., on a des petites fables avec souvent une illustration. Et puis, on va aussi découvrir les fables indiennes et arabes, et en particulier le recueil, alors en fait collectif, certainement on donne un nom, par exemple Ésope, on ne sait pas non plus bien s'il a existé.
Ce sont les fables d'Ésope. Est-ce qu'il a vraiment existé en tant que personne? Il est censé être un ancien esclave qui aurait été affranchi, mais on peut se demander si c'est pas une légende et si c'est pas plutôt des travaux collectifs. C'est la même chose pour les fables indiennes, dites fables de Pilpay. Est-ce que Pilpay a existé? On peut en douter. Qui ont été transmises notamment par la culture arabe, donc il a rapporté d'Inde, en particulier dans un recueil qui s'appelle le recueil Kalila et Dimna. Et ensuite, on sait que ces fables-là ont été connues, notamment de La Fontaine. Et donc, vous avez ici un ouvrage, Kalila et Dimna, avec des fables choisies, alors qui a été publié par l'Institut du monde arabe, avec des illustrations qui sont très belles. Et dans ce sens, on lit les fables, donc il y a toute une présentation, hein, c'est très intéressant. Dans ce sens, on lit les fables en français. Elles sont également inscrites en arabe dans l'autre sens. On peut lire le livre dans les deux sens et comparer les versions. Et ce sont souvent des fables dont on reconnaît l'influence qu'elles ont eue sur La Fontaine. Donc les fables, c'est un genre qui a traversé le temps, l'espace, qui a tout de suite été associé et à la scolarité et à l'illustration. Alors bien évidemment, là, on n'en a pas hein, dans ce recueil qui est une sorte de brouillon à édition. Pourquoi il n'a jamais été présenté à éditeur, alors qu'à Mâcon, il y a à ce moment-là un éditeur important qui est Protet, qui est un grand éditeur, très en lien avec les Lyonnais, parce qu'il faut savoir que Lyon, ça a toujours été une ville d'édition depuis l'invention de l'imprimerie, hein, puisqu'elle était sur l'axe du Rhin à l'Italie. Donc c'est là où on a édité en premier, vous voyez, puisqu'on a inventé ces Gutenberg sur le Rhin, et puis ça redescend jusque sur l'Italie. Et Lyon, donc, c'est un rôle important. Pourquoi ça n'a pas été édité? Moi, j'espère que les plus simples, celles qu'on a lues, en particulier avec les élèves, j'aimerais les faire éditer dans une édition scolaire. Je suis en train d'exploiter une de mes belles-filles qui a fait les beaux-arts pour qu'on construise quelque chose ensemble autour d'une petite édition des fables les plus simples, parce que certaines sont trop difficiles, une édition pour enfants de ces fables, avec des illustrations. Alors donc vous voyez, si un jour on veut travailler sur les fables, vous pouvez prendre des fables de divers auteurs autour d'un même thème, en multipliant les approches, en les plaçant chronologiquement, en les faisant répondre les unes aux autres. Alors, au XVIIIe siècle encore, la tradition de la fable est importante en France, même si nous, on a l'impression que la fable, c'est uniquement La Fontaine. Il y a d'autres auteurs, donc en particulier, donc il en cite deux, l'abbé des Billons, pardon. Donc vous avez ici un portrait qui était professeur de rhétorique et qui a écrit des fables en latin, notamment pour faire travailler le latin à ses élèves. Alors donc, pour certaines, Sigorgne va les traduire, il va en inventer d'autres. Ça, c'est mon boulot en ce moment, parce que je voudrais éditer, j'espère, dans 1 an et demi, une édition scientifique de ces textes. Donc, il faut que je voie quelle est la source. Est-ce qu'elle vient de chez Desfontaines? Est-ce qu'elle vient de Vernois? Est-ce qu'elle vient de... Comme les fables, c'est toujours des réécritures. Donc, j'essaye de trouver pour chaque fable quelle est la source et puis quelle est la différence entre la source et ce qu'il a écrit. Ça me prend du temps, hein, mais c'est très intéressant. Et donc, on voit bien qu'il les traduit, mais souvent il les amplifie, ces fables donc de Débillon, ces fables en latin qui sont écrites dans un latin assez facile, parce que c'est un latin qui est fait pour que les élèves puissent le lire, si vous voulez. Donc c'est un latin assez facile, alors que Sigorgne va les traduire, mais va les embellir, les rendre plus complexes, plus étendus. Alors, il faut voir aussi qu'au XVIIIe siècle, la notion de traduction n'est pas du tout la notion de traduction actuelle. C'est-à-dire, quand on traduit, on n'hésite pas à en rajouter, à en couper. C'est ce qu'on appelle les traductions, on les appelle
dans les 2 siècles classiques, on appelle ça, je trouve ça très joli, les belles infidèles. C'est beau. Voilà comment on appelle la traduction. Parce qu'effectivement, à la fois on les enjolive, et à la fois, souvent, elles sont un peu infidèles. Alors, donc, voilà dans quelle tradition il s'inscrit. Et puis, donc, il a, quand on lit l'ensemble des fables, il y a des fables animalières et des fables humaines. Toutes ne sont pas des fables animalières, mais c'est une grande majorité. Et dans ces fables animalières, on peut dire qu'il y a une variété, j'allais dire, zoologique. En tout cas, il y a une variété d'allusions aux animaux qui est beaucoup plus grande que chez La Fontaine, par exemple. Alors, parce qu'on a introduit plus d'animaux exotiques en s'inspirant directement des fables arabes, et parce qu'aussi des animaux moins traditionnels, on essaye de renouveler justement la fable en y introduisant des animaux, par exemple, qu'on ne trouve pas chez La Fontaine. On essaye de se distinguer. Et donc, parmi ces animaux, la majorité chez Sigorgne, il y a vraiment une fascination pour tout ce qui vole. Il y a des animaux souterrains, il y a la taupe, par exemple, il y a des animaux qui marchent, il y a des animaux qui nagent, le requin, et dans plusieurs fables. Il y a des animaux, le loup, les animaux traditionnels, le loup, le renard, la vache, etc. Et il y a beaucoup d'animaux qui volent également. Mais ça va du papillon à l'aigle. Vous avez vu là les deux qu'on a entendus. Donc l'une portait sur l'autruche, qui est un animal encore très exotique pour le XVIIIe siècle, dont on pense d'ailleurs, elle le dit à un moment, il dit oh, mais moi je mange du fer. Alors il faut bien savoir que ça c'est une tradition scientifique. On a longtemps pensé que l'autruche pouvait manger le fer. Donc quelque part, ce n'est pas juste une licence politique, c'est aussi, ça j'en reparlerai après, malgré tout, c'est une indication qui se voulait zoologique pour l'époque. Et puis, parmi tous ces animaux, toutes les classes sont représentées, donc on a à la fois des mammifères, des oiseaux, des reptiles, et on a aussi des insectes, effectivement, qui sont parfois présentés, on va voir, pour différentes raisons. Alors là, je vous ai mis 2 pages du manuscrit, dans lesquelles il y a en particulier la fable « La fourmi et la chenille », que je ne vais pas vous lire tout de suite, mais que vous entendrez tout à l'heure pour finir mon intervention. Ah oui, que je vais finir d'ailleurs. Donc je vais juste vous en lire 2 petites. Par exemple, le cousin. Vous savez, ces petits animaux un peu... Le cousin et le bœuf. Pour se mettre plus à son aise sur la corne d'un bœuf, un cousin se posa. « Je m'en irai, dit-il, si le fardeau vous pèse. »« Babouin, lui dit le bœuf, et qui te savait là ?» Babouin, ça veut dire débile un peu. Voilà. Ce bœuf-là, ne vous en déplaise, en dit tout autant en passant à quiconque fait l'important. C'est alors le ver luisant et le pinson. Un ver luisant, bouffi de sa lumière, se nommait l'astre de la nuit. Aller courir la terre entière, personne, disait-il, autre que moi de lui. Un pinson l'entendait au fait d'une charmille d'alentour. Orgueilleux, lui dit-il, attends l'astre du jour, tu te verras toi-même une vilaine bête. Combien d'esprits font les tranchants qui ne sont que des vers luisants. Et puis il y en a un très joli aussi, le papillon et l'abeille. Un papillon volage, frivole amant des fleurs, à toutes celles du bocage distribuait ses légères faveurs. Un petit bonjour à l'oreille, un baiser presque retiré, faisait la mesure pareille de son hommage répété. Alors là, on est vraiment envoyé loin des fables de collège, il y a même une atmosphère très libertine, propre au XVIIIe siècle, etc. Dans sa course, il voit une abeille sur une rose s'appliquant à sucer un suc odorant, que par une rare merveille, elle saura changer en amet excellent. Pfff, lui dit-il, peut-on si constamment sur une fleur employer sa journée? Toute tête bien conformée dans la variété place son agrément. Que produit la course futile, lui dit l'abeille avec mépris. Celui-là remporte le prix qui joint l'agréable à l'utile. Donc il y a vraiment ici deux expériences de vie, le papillon volage, et puis au contraire l'abeille qui, elle, va chercher du sucre pour faire du miel, qui est dans la réalité, etc. Il y en a plein comme ça.
Et donc on voit simplement, ce que je voulais dire, c'est que voilà, les animaux sont peu utilisés pour eux-mêmes, hein, ils sont utilisés pour leur dimension anthropologique, et puis symbolique. Hein. Souvent, ces petits insectes sont choisis justement certains pour leur sérieux, comme la fourmi en particulier, hein, et là c'est beaucoup plus explicite encore que chez La Fontaine. D'autres, au contraire, sont choisis pour représenter un peu la suffisance. Hein, on l'a vu pour je cherche le nom. Voilà, le ver luisant ou le cousin. Et puis d'autres encore, justement, pour le papillon est souvent utilisé, soit ici comme symbole de légèreté, soit parfois au contraire parce que le papillon naît d'une chenille, et donc il y a toute cette question du passage de la laideur à la beauté. Je vais conclure par ça, parce qu'après vous avez cours, je suppose.